que les universitaires autochtones vont développer, on parle des gens comme Anderson, Ladner, Bierrobe, Taiyaki Alfred, donc, et bien d'autres, ce qu'ils vont développer, c'est plusieurs idées sur de quelle façon on peut mettre en œuvre cette question du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale autochtone. À travers tous les textes qui ont été publiés, les discussions qui ont été menées, les conférences, lorsque j'ai étudié tout ça, j'en suis venu à la conclusion qu'il existait à peu près 3 écoles de pensée. La première école de pensée est celle que j'appelle la modification de la loi sur les Indiens. Donc, grosso modo, ce qu'on dit, ça reste minoritaire, soit dit en passant, hein, mais ce qu'on dit dans cette école de pensée, c'est que la loi sur les Indiens reconnaît déjà beaucoup de droits aux bandes indiennes et reconnaît certaines compétences. Hein, par exemple, sur les routes, sur l'usage du tabac, bon, l'eau dans les réserves. Et donc, on pourrait amender la loi sur les Indiens, la dépoussiérer un peu, enlever certaines clauses qui donnent certains pouvoirs au gouvernement fédéral, n'est-ce pas? Donc, par exemple, un pouvoir de réserve ou de désaveu que le gouvernement fédéral a par rapport aux réglementations adoptées par les bandes indiennes, au règlement par les bandes indiennes, et dire, bon, ben, à partir de là, on est capable, déjà avec ça, de mettre en œuvre le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale autochtone. Une variante de cette approche-là, qui est l'approche légale, une variante de cette approche légale, c'est de dire, non, il faut abolir la loi sur les Indiens, mais adopter une nouvelle loi, qu'on pourrait appeler, par exemple, la loi sur la gouvernance autochtone, la loi sur la gouvernance indienne. Et là, avec cette loi-là, vraiment mettre en place un cadre légal qui permet aux Premières Nations de se gouverner de façon autonome avec des pouvoirs. Cette approche-là a été très critiquée, évidemment, entre autres parce que ça demeurerait une loi du Parlement fédéral. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, le gouvernement fédéral pourrait modifier cette loi-là, modifier les pouvoirs qui incombent aux Premières Nations. Et là, ça pose la question, comment est-ce que vous pouvez être réellement autonome si à tout moment, vous avez un Parlement au-dessus de votre tête qui peut modifier les pouvoirs de votre autonomie ou les compétences de votre autonomie. Donc, c'est une approche qui se défend un peu mal. Parce que, dans le fond, ça condamne, si on était pour mettre en place ou mettre en œuvre une autonomie gouvernementale de cette façon-là, ça condamne les communautés de Premières Nations à demeurer à peu près des municipalités. Parce que le principe des municipalités au Canada, ce sont des organismes fondamentalement provinciaux et dont les compétences, les pouvoirs dépendent d'une loi provinciale. Et les épisodes en Ontario et au Québec de fusion municipale ont très bien démontré que même si les villes ne le voulaient pas, ben, ils n'ont pas le choix. Quand le gouvernement provincial décide, les villes doivent obéir. Donc, ça condamnerait un peu les communautés autochtones dans une dynamique municipale. L'autre école de pensée qui s'est développée, c'est l'école de pensée que j'appelle l'école constitutionnelle. Et là, c'est de dire, là aussi, il y a 2 variantes. Première variante qui dit, attention, l'article 35 de la Constitution canadienne, en reconnaissant les droits de traité ou issus de traités, reconnaît donc implicitement le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale autochtone. Donc, ça s'est défendu par bien des gens en disant, comme on a eu des traités qui reconnaissaient nos droits, particulièrement au Québec, des traités préconfédératifs qui reconnaissaient nos droits, cette notion-là, elle est implicite, elle est dans la Constitution, et donc, on est capable de se défendre. Et donc, grosso modo, l'article 35, eh bien, il reconnaît déjà le droit à l'autonomie gouvernementale autochtone. Il suffirait de le faire confirmer, probablement par la Cour suprême. C'est une approche qui a été aussi critiquée par d'autres auteurs qui disaient non, c'est pas clair que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale autochtone peut être implicitement reconnu par l'article 35. Et à cet égard-là, il vaudrait mieux plutôt d'amender la Constitution et de faire reconnaître un nouvel article ou d'adopter un nouvel article qui reconnaît explicitement
le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale autochtone. Est-ce que ça, c'est un rêve ou une fiction? Il faut se rappeler qu'en 1992, dans l'accord de Charlottetown, le gouvernement fédéral proposait d'amender la Constitution de façon à reconnaître explicitement le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale autochtone. Il y a donc eu des projets en ce sens-là, des projets solides, réels en ce sens-là. Et donc, c'est peut-être pas une si grande fiction que ça, que de faire reconnaître ce droit-là directement dans la Constitution. Et très certainement, ce serait beaucoup plus facile à faire reconnaître par la suite, par les tribunaux, par le gouvernement, qu'en essayant de convaincre que le droit est déjà implicitement reconnu dans l'article 35. Bon, évidemment, le problème avec une telle approche, ça veut dire qu'il faut réouvrir le débat constitutionnel. Et depuis 1993-1994 au Canada, les gouvernements fédéraux qui se sont succédés ont été allergiques au mot constitutionnel. On ne veut pas ouvrir le débat constitutionnel. Parce qu'on sait très bien qu'à partir du moment où on ouvre le débat constitutionnel, le Québec va demander d'être reconnu explicitement comme une nation dans le préambule de la Constitution. On sait que dans l'Ouest, on va vouloir modifier le Sénat. Bon, donc, il y a une liste d'épiceries d'amendements constitutionnels qu'on veut un peu partout au Canada. Et donc, il n'y a personne qui est prêt à ouvrir ça parce qu'on ne pourrait pas simplement dire on veut juste modifier la question du droit d'autonomie gouvernementale autochtone. Les autres vont dire on est prêt, mais on va vouloir marchander. Donc, il y a cette difficulté-là dans cette approche-là, mais c'est une approche qui demeure, à mon sens, très réaliste et qui permettrait réellement aux Autochtones d'exercer une autonomie gouvernementale. Parce que là, on aurait des compétences qui seraient clairement reconnues aux communautés autochtones. Il n'y aurait aucune préséance du gouvernement fédéral ou de tout autre gouvernement à cet égard-là. Évidemment, il faudrait amender la loi, c'est-à-dire qu'il faudrait abolir la loi sur les Indiens, c'est clair. Mais on aurait vraiment un cadre constitutionnel qui permettrait l'épanouissement des Premières Nations comme communauté autonome. L'autre approche qui s'est développée, c'est celle qui s'appelle le fédéralisme de traité, qui est une approche qui est aussi très intéressante et qui est une approche qui a même été défendue par la Commission royale sur les peuples autochtones, avec, je dirais, quelques variantes par rapport au fédéralisme de traité, mais grosso modo, la logique derrière ce qui était proposé par la Commission royale sur les peuples autochtones, c'était une logique qui répond beaucoup au fédéralisme de traité. Donc le fédéralisme de traité, c'est quoi en gros? C'est l'idée de dire, le débat constitutionnel au Canada, c'est sclérosé, on ne verra jamais ça de notre vivant, réouvrir la Constitution. Donc, plutôt que de s'en aller vers ça, utilisons la politique qui existe déjà d'autonomie gouvernementale autochtone, cette possibilité de signer des traités modernes. Donc, on peut penser aux Nijga, par exemple, qui ont signé un traité moderne, l'écrit de la baie James, mais les Indiens du Yukon, il y en a beaucoup là, de tribus autochtones qui ont signé des traités modernes sur la base de la politique de 1995. Donc, signons ce genre de traités-là, mais les traités vont être reconnus par l'article 35 de la Constitution canadienne. Donc, les traités reconnaîtraient des compétences, des droits d'autonomie aux Premières Nations, mais comme c'est des traités, ils seraient reconnus par l'article 35 de la Constitution canadienne. Donc, ces traités-là acquerraient automatiquement une valeur constitutionnelle. Donc, ça viendrait constitutionnaliser les droits d'autonomie automatiquement. Ce qui n'est pas nécessairement le cas en ce moment. Ce n'est pas reconnu de cette façon-là. Donc, c'est ça l'idée du fédéralisme de traité, mais ça va plus loin encore. Ce que le fédéralisme de traité dit, c'est qu'on créerait deux types d'ordres de gouvernement. Il y aurait l'ordre fédéral-provincial, ce qu'on appelle l'ordre de Westminster. Donc, traditionnel, on a un gouvernement fédéral, un gouvernement provincial. On aurait un troisième ordre de gouvernement qui serait le gouvernement des gouvernements autochtones, mais ce serait un ordre de type traité. Et donc, ce qui les distinguerait, c'est que ce qui lierait le gouvernement fédéral aux provinces
c'est les lois constitutionnelles, alors que ce qui lierait la couronne canadienne aux Premières Nations, ce sont les traités activés par l'article 35 de la Constitution canadienne. Et donc, on aurait véritablement deux ordres différents avec des droits qui sont reconnus. Et là, il y aurait des véritables compétences pour les Premières Nations. Donc, c'est ça les trois approches. L'approche légale, soit qu'on modifie la loi sur les Indiens, soit qu'on adopte une nouvelle loi. L'approche constitutionnelle, on dit le droit est reconnu implicitement dans l'article 35, ou encore on dit non, il faut le faire reconnaître explicitement dans un nouvel article de la Constitution. Et le fédéralisme de traité qui dit, attention, signons des traités, faisons reconnaître nos compétences dans nos traités, devenons un véritable ordre de gouvernement à travers ces traités-là et donnons-leur la reconnaissance constitutionnelle qu'ils méritent en vertu de l'article 35 de la Constitution canadienne. Donc, c'est les trois approches qu'on retrouve, ou les trois écoles de pensée qu'on retrouve dans la littérature qui a été produite par des universités autochtones pour la reconnaissance du droit à l'autonomie gouvernementale autochtone au Canada.